samedi et dimanche à 18h30. La banque de l'entrepreneur. Votre nouveau programme télé sur RTI 1. Les 14e championnats du monde d'athlétisme du 10 au 18 août à Moscou. En direct sur RTI 1 et RTI 2. Allez, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de facilité. Il n'y a rien à dire. 3 heures de duel par jour avec les dieux des stades. Usain Bolt, Justin Gatlin, Mohamed Aman, Muriel Aouré. La RTI vous offre du 10 au 18 août à Moscou les mondiaux d'athlétisme. À l'occasion de la fête nationale, suivez en direct sur l'ensemble de nos chaînes la grande interview du président de la République. Ce mercredi 7 août 2013, après la cérémonie de prise d'armes. Agnès Crédy et Pascal Acabrou aborderont avec le chef de l'État les grandes questions de l'actualité nationale et internationale. Toute l'Afrique se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir l'Afrique. Du 20 au 31 août, Abidjan abrite le meilleur du basketball africain et la RTI vous propose des retransmissions en direct, des émissions spéciales comme le panier matinal ou encore Bonjour Abidjan. L'Afro-Basket 2013 à vivre intensément et passionnément sur toutes les antennes de la RTI. Quel choc! Les Bouffetons Rouges commencent très fort en s'attaquant dès le début au capitaine de l'équipe adverse. Ça commence bien. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Eh bien, nous sommes très gâtés ce matin parce que le plateau est bien garni. Nous avons des invités hors pair et hors normes, des invités exceptionnels qui me font déjà des signes, non? Très humbles. L'humilité les a caractérisés pendant de nombreuses années. Je pense que c'est ce qui a fait quand même leur gloire. Eh bien, sur ce plateau, vous avez déjà découvert un visage, celui de Maman Ami Diarra. Maman Ami Diarra, encore une fois, soyez la bienvenue sur ce plateau. Je rappelle, Maman Ami Diarra a été archiviste, elle a été reporter, elle a été aussi présentatrice, elle a même formé des téléspeakérines. Et Maman Diarra est chevalier et officier de l'ordre national. Voilà. À côté de Maman Diarra, nous avons une autre maman. Nous allons lui demander sagement et poliment surtout de prendre le micro. Elle, c'est Maman Tikida Clémentine. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. C'est un honneur de vous avoir. 1960, vous entrez à la télé. À la radio d'abord. Voilà, autant pour moi. Vous commencez à la radio et elle a un parcours exceptionnel. Regardez-la. Maman Diarra a été d'abord balayeuse de studio. Elle a été présentatrice. Elle a été réalisatrice. C'est la première femme parachutiste de Côte d'Ivoire. Elle est aussi la première femme pilote de rallye. Elle a été productrice
qu'est-ce qu'elle n'a pas touché, maman Clémentine Tikida? Alors, je crois qu'au cours de cette présentation, j'ai dû faire une petite erreur parce que nous avons cherché ça et là des informations, aucune information sur le net. C'est déplorable et nous, la jeune génération, nous promettons de rectifier le tir. Parce qu'on a besoin d'avoir des informations, on a besoin d'aller vers vous pour avoir de bonnes informations. Voilà, parce que nous avons décidé d'emprunter le même chemin. Donc, il est bon que nous puissions profiter de vos expériences. Maman Diarra, encore une fois, soyez la bienvenue sur Clémentine Tikida. Ça ira. Elle est émue. Ça ira. Alors, on a un autre papa qui est là sur le plateau. Il était là hier. Bonjour, Monsieur Demandé. Bonjour, Madame Da Silva. Et merci d'être revenu encore aujourd'hui sur le plateau de Matin Bonheur. Je rappelle que vous avez été journaliste sportif, reporter. Et hier, on a parlé de la radio. Ça a été une symphonie inachevée parce qu'on avait quand même envie d'aller plus loin. Voilà. Alors, je m'adresse maintenant à Maman Diarra. Je peux vous appeler maman? Oui, comme tu veux. D'accord. Il n'y a pas de problème, même me tutoyer, c'est pas grave. Aïe, 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 ça sera vraiment difficile. Par contre, ça sera très compliqué. Alors aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Qu'est-ce que cette fête vous inspire? Cette fête nous inspire beaucoup de choses, hein, parce que le fait de dire qu'on sera un jour indépendant, on n'y croyait pas tellement. Hein. Et le jour qu'on a été indépendant, il faut dire que j'étais encore au lycée, mais ça a été une explosion de joie de voir toutes ces personnalités. Il y avait des personnalités qui étaient arrivées de France et tout ça, les défilés et tout, parce qu'on n'était pas habitué à cela. Il y avait le défilé des élèves, des étudiants, enfin, il y a un peu de tout et tout. Et c'était vraiment une joie pour moi de sentir qu'on était indépendant. Et la joie était certainement partagée aussi du côté de Clémentine Tikida. Oui. C'était aussi un sentiment de joie. Oui. Et moi, j'étais là à la déclaration de l'indépendance en 1960. J'étais déjà à la radio. Oui. J'ai perdu l'habitude de cet engin. Je ne sais pas comment le tenir, comme ça. Un peu plus rapproché, c'est ça? Plus rapproché. D'accord. On vous entend mieux, là. Voilà. Non, j'étais là à la déclaration de l'indépendance en 1960. Je travaillais déjà à la radio. D'accord. Et c'était quoi l'ambiance là-bas à la radio? C'était une grande ambiance parce que nous sommes partis faire le reportage. La déclaration se passait... vous voyez le bâtiment de la Poste. Non, la place de l'Indépendance. La place de la République. Voilà, la place de la République. Ah, okay. C'est là qu'il y a eu la déclaration, il y avait le président, il y avait tous les ministres. Et la soirée se passait là. Et la radio était là. Et j'étais là aussi. Voilà. Wow. On a fait la fête. Monsieur Demandé, vous étiez où exactement? Parce que vous n'étiez pas encore à la radio. Non, j'étais au lycée. Vous étiez au lycée. J'étais encore au lycée. Demandé est beaucoup plus jeune. Je suis la mémé de tous les deux. Ah, d'accord. Absolument. J'ai 75 ans, je suis toute contente. Vous êtes belle. Bien conservée. La sportive. Mais nous, on était au lycée et nous sommes venus pour participer au défilé de ce 7 août 1960 sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, moi, je n'ai pas été retenu parce que mon nom ne figurait pas sur la liste. Or, on nous habillait, cravate bleue, chemise blanche, pantalon bleu. Je me suis senti vraiment frustré, mais il n'empêche que j'étais content pour les camarades qui avaient pu participer au défilé sur le pont Félix. Ça ne vous a pas laissé un mauvais souvenir? Hein? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, nous étions en famille. On est retourné ensuite à nos vacances de 1960 et depuis lors, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'aurais à couvrir les fêtes de l'indépendance au palais de la présidence de la République ou ailleurs, à travers les fêtes tournantes dans les villes de l'intérieur du pays. Et c'était en quelle année? La première fois que vous avez couvert une fête d'indépendance, c'était en quelle année? Nous étions déjà en 1967 à Daloa. J'étais le reporter de la finale de la Coupe nationale qui avait opposé la SEC Mimosa au Stella Club d'Adjamé.
Et depuis lors, je n'ai fait que continuer, sauf interruption due à mon départ en stage en formation en France. D'accord. Alors, Maman Diarra, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez posé les jalons de cette maison qui aujourd'hui a 50 ans? Ben, parlant de la maison, je parle bien sûr de la RTI. Je me sens vraiment fière parce qu'on a laissé un héritage. L'héritage, c'est vous. Si on n'avait pas démarré la télévision, ben vous ne seriez pas là. C'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. L'héritage, c'est vous. On vous doit beaucoup de reconnaissance, en tout cas. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je pose la même question à Maman Tikida. Aujourd'hui, c'est les 50 ans, c'est le cinquantenaire. Vous étiez là au départ, vous étiez là au début, vous avez posé les jalons, vous êtes pionnière. Et qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Je suis contente, je suis fière de la continuité. C'est vous, la continuité. Voilà. Bon, c'est vrai, je veux dire, peut-être courtoisie oblige, je vous dirais, je suis fière, je suis contente de voir. Mais je veux dire, des générations se sont succédées. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pensiez réellement de ces générations? Est-ce que vous avez dit, oh, ils sont trop gâtés ceux-là, ou peut-être, ouf, cette génération d'animatrices ou d'animateurs, franchement, je pense qu'il ferait mieux d'aller ou d'apprendre au pied des anciens. Je ne sais pas, c'est quoi? Quand vous êtes le matin, ou je veux dire quand vous êtes devant votre poste téléviseur, quels sont les commentaires? Dites-nous tout, tout ce que vous dites à la maison. Moi, je n'ai pas de critique à faire, au contraire. Je ne fais que vous lancer des fleurs. Ouh là là. Parce qu'à l'époque, on ne se levait pas à 4 h du matin ou 5 h du matin et venir travailler à 6 h. On avait des heures prévues. C'est ça. Alors, si je vous vois maintenant sur le plateau à 6 h du matin, c'est pour dire que vraiment, vous ne faites que rehausser l'image de la télévision. Oh là là, c'est très gentil. C'est pareil pour vous? Oui, oui, moi aussi. D'accord, je pose la même question à M. Diomwande Metouba. Il y a eu une nette évolution. À partir du moment où les émissions se font maintenant à la télévision à partir de 6 h du matin. Nous, à la radio, on était habitués au réveil à 4 h du matin parce qu'il y avait le journal à préparer à 6 h 45. Le premier journal de Radio Côte d'Ivoire, c'était à 6 h 45. Donc, il fallait être là déjà à 5 h 30. Préparer les éléments. On n'avait pas les mêmes avantages que vous avez maintenant. Il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas cette commodité de montage des éléments. Il fallait tout apprêter et faire tous les chapeaux pour remettre soit le texte au présentateur, au leader, soit être soi-même au studio pour présenter son texte et les éléments sonores qu'on avait recueillis ça et là au cours des événements sportifs. Mais c'était quoi les conditions dans lesquelles vous travailliez avant? C'est pas du tout facile, hein. Surtout au niveau des reportages et tout. Comment ça se passait? Dites-nous. Vous avez votre caméraman, votre preneur de son, vous allez en reportage et vous revenez. Quand vous revenez, vous êtes obligé de déposer la pellicule au niveau du laboratoire. Après le laboratoire, on vous le donne, vous le montez. Vous faites le commentaire et vous le donnez maintenant au service de projection. Alors, ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous arrivez du reportage, du tac au tac et tout ça. Alors, ça fait qu'il y a vraiment une amélioration. Hein. Mais à l'époque, quelles étaient vos références? Je veux dire, vous commenciez la télé, vous avez certainement certaines prédispositions et même des diplômes, mais en termes de références, c'était qui? Bon, moi, en termes de référence, c'était ma petite maman Clémentine Tikida. Voilà, et Fatou Sidibé, paix à son âme, qui a été la première téléspectatrice. Malheureusement, ne l'est plus. Je crois quand même que pour ceux qui sont partis, il faut quand même qu'on observe 1 minute de silence pour eux. Et quelles sont les qualités que vous reconnaissiez à ces dames? Bon, ce sont des femmes qui sont courageuses et qui n'aiment pas la médiocrité. D'accord. Et quand c'est comme ça, vraiment, ça ne fait qu'inciter les autres à travailler comme elles. Il faut quand même suivre les traces de ses aînés. C'est ça. D'accord.
Alors, Maman Tikida, on nous dit que vous étiez très courageuse. Oui. Pointilleuse, oui, parce que, rigoureuse. Oui, parce que j'étais réalisatrice en régie. Je dirigeais toute une équipe de caméramens, de preneurs de son, d'ingénieurs. Donc, je dirigeais. Il me fallait du courage pour diriger des hommes en 1963. Voilà. En même temps, j'étais en même temps animatrice. Ça faisait beaucoup quand même. J'ai fait beaucoup de choses. mais d'où est partie cette histoire de femmes parachutistes? Franchement, ça m'épate. Femmes parachutistes, pilotes, tout ça. Oui, mais ça, c'est du sport. Voilà. Je travaillais et puis j'avais le temps de faire du sport. D'accord, vous aimiez et comme je ne suis pas très grande pour faire du basket, j'ai fait du parachutisme. Vous auriez préféré faire du basket non, je préfère le parachutisme, c'est ce que j'ai fait. Et vous avez arrêté en quelle année? Le parachutisme, j'ai arrêté en 72, j'ai commencé en 64 et j'ai fini en 72. J'ai arrêté parce que quelqu'un est parti dire à ma mère que ta fille, elle monte dans l'avion et puis elle se jette dans le vide. Et ma mère était très malheureuse. Je suis partie la voir. Elle m'a dit, ma fille, il faut arrêter ça. Et j'ai arrêté. Et c'était quoi les sensations que vous ressentiez à cette époque? Ah, mais ça, je ne peux pas vous le transcrire à vous parce que c'est personnel, les sensations qu'on a. On a envie de savoir ce que vous recherchiez à l'époque. Parce que ce n'est pas quand même donné à tout le monde, encore moins à des femmes africaines de surcroît. On ne recherche rien de spécial. Ça nous plaisait et on le faisait. Voilà, on ne cherchait rien de formidable. Voilà. Peut-être des sensations fortes? Oui, on les a eues, les sensations fortes. Mais on ne les recherchait pas exprès. Monsieur Diomondé voudrait rebondir là-dessus? Non, sauf que j'avais beaucoup d'admiration pour ma sœur aînée. Lorsqu'elle faisait ses sauts, on était admiratifs devant ses exploits. Et elle était seule parmi les hommes. Lorsqu'il y avait les largages, on était fiers de la voir atterrir sur ses jambes. Vraiment, oui, il n'y avait pas à dire qu'elle s'est ramassée un jour, elle a chuté, non. Elle a très bien passé sa carrière de parachutiste. D'accord. Alors, vous étiez femme, vous étiez parachutiste, vous étiez animatrice. Revenons à la télé. Alors, je veux dire, comment le public vous voyait et comment vos familles vous voyaient en tant que femme, je veux dire, et comment vos collaborateurs vous voyaient? Oh, ils étaient contents de nous voir à l'antenne. Et surtout le public nous adorait. Parce qu'on recevait des coups de fil de félicitations et tout ça. Il n'y avait pas de portable, mais c'était le téléphone fixe. On recevait des messages et tout ça. Vraiment, ça nous faisait chaud au cœur de continuer. Sinon, si on était vraiment critiqués, en mal, on ne l'aurait pas accepté. D'accord. On fait un tour on va regarder des images et puis on se retrouvera dans quelques instants. D'accord. On nous fait signe que nous avons une illustration pour voir des images de la RTI, n'est-ce pas? C'est la RTI d'hier à aujourd'hui. Au plateau. C'était au plateau, le car de reportage. Justement, le car mobile qu'on a vu hier. Fatou Sidibé. Ah, elle était belle. Ouais, elle était elle avait des traits fins. Ah oui, Fatou, oui. Ça, c'était lors de l'inauguration. C'était l'inauguration de la RTI. De la RTI ici. On aperçoit bien le président de la République, président Oufouette, son épouse. Madame Thérèse Oufouette-Boigny. Elle était mince, elle était belle. Et elle est restée belle. Oui, elle est restée belle. Oui. Comme vous d'ailleurs. Oh là là. Bien conservé pour votre âge. Dites-le vite. Voilà. C'est pas Monsieur Nègre qu'on a vu là. Non, c'est pas Monsieur Nègre, c'est un autre ministre. Monsieur Demandé, vous reconnaissez? Voilà, Monsieur Christophe, le premier directeur de la télévision. Monsieur à son âme. Il faut dire que c'est le premier ingénieur électronique africain cité dans les annales en France. Ben, c'est lui qui a créé la télévision. Absolument. Voilà.
Et là, c'est la coupure du ruban. Oui, oui. Nous étions là. Vous étiez là? Oui, on était tous là. Wow. C'est nous qui avons démarré la télévision. Il fallait continuer les émissions. Après le plateau, vraiment, on était installés. Vous avez personnellement rencontré le président de la République? Bon, oui. Tous les trois. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'il adorait la télévision, hein, ce monsieur. Ouh là là, il aimait vraiment la télévision. Et quand il y avait une panne, il faisait téléphoner. Pourquoi il y a une panne? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, il faut s'expliquer. Ah, le vieux Quadio. Et là, en 1966, sixième sillon. Sixième anniversaire de l'indépendance. Avec ses enfants qui sont grands avec maintenant. toute sa famille. Et vraiment, c'était un événement parce qu'il y a eu un concours auquel des orchestres illustres comme les Bantous de Brazzaville et des orchestres nationaux ont participé. Et c'est le morceau de M. Yao, Jean-Baptiste, qui a été retenu. Vraiment, et ça perdure. On n'est jamais lassé d'entendre, nous autres en tout cas, ceux de ma génération, on n'est jamais lassé d'entendre cette chanson qui nous rappelle beaucoup de choses sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Maman Tikida Fredonnet tout à l'heure, je ne sais pas si elle peut continuer, c'est une chanson... Ah, Baoulé, soyez bénis, grand Oufou Boigny, Dawasi, et Nana Boigny. Côte d'Ivoire, Namoubeyo, Aseo, enfin voilà. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ah, vous n'avez pas parlé? Non. C'est ce qu'on reprend, c'est ce qui est repris en français exactement. C'est ce qui est repris en français. Alors, donc, je vais te traduire. Soyez bénis. Soyez bénis, Président Oufouette, merci. La population vous remercie parce que c'est lui qui nous a donné 6 ans d'indépendance. Donc, la chanson dit, on le remercie. D'accord. À la tête des temps de réalisation, etc. Oui, c'est une langue merveilleuse, très agréable. Je viendrai vers vous. D'accord. Tu m'appelles et je t'apprends. Il faut que je puisse parler plusieurs langues quand même. C'est important. Et quelles sont les langues que vous parlez? Je parle beaucoup de langues. Elle est Traoré, ouais. c'est Tagwana. Ouais, je parle le Tagwana. Je parle... Ah, elle est Tagwana? Oh. Non. Oui, Mhm. enfin, à l'antenne, bah, je suis ivoirienne. Voilà. Non, mais il faut préciser. Non. C'est une langue nationale comme tous autres. On en a plusieurs. Tu parles quand même un peu le Dioula. Oui, je comprends bien. Je comprends bien le malinké. Et tu le parles aussi? Oui, je le parle. On peut faire un essai, on peut faire un test, si vous le voulez. D'accord, Parler anglais, français, allemand, voilà, c'est mieux que oui, anglais, français. C'est vrai que l'anglais... Avec le Sénoufo, vous n'irez pas loin, quoi. Pourquoi vous dites ça? Non, le Sénoufo, c'est juste la Côte d'Ivoire. Et si vous voulez partir à Londres ou à New York, parler anglais, voilà, c'est mieux. Non, c'est aussi important quand même parce qu'on parle de plus en plus de la promotion de nos langues, pour pas qu'on les perde. En tout cas, on écrit maintenant. C'est cela, même à l'école. Émerveillé quand je vois cette dame en train d'enseigner les enfants. Elle leur apprend le Tagwana, on apprend aux enfants la langue BT écrite. Oui. Vraiment, c'est formidable. Nos linguistes sont en train de faire un travail. Non, mais c'est bien parce que comme ça, on perpétue nos langues nationales. C'est cela. Or, qu'à notre temps, à l'école, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de parler. Le colonialisme nous avait imposé. Même dans la cour de récréation, vous n'en aviez pas le droit. Ah, c'était comme ça. On ne veut pas de ça. Mais comment vous avez fait? Je veux dire que comment vous avez fait pour conserver la langue, pour parler aujourd'hui, maman? Mais c'est avec les parents à la maison. À la maison. À la maison, oui. Mais maintenant, on ne parle pas. On ne parle pas ou avec les enfants. On préfère leur parler le français. Ça fait que... Allez-y, allez-y. Les enfants ne se retrouvent pas souvent. Quand vous parlez à un enfant, tu lui dis. L'ambiance du studio vous dérange? Non, pas du tout. Non. Mais quand on demande à un enfant, on lui parle en malinké, par exemple, il va te dire, mais tu dis quoi? Il ne comprend pas sur le français. Ça, c'est tous les enfants. Et je trouve que c'est une erreur de la part des parents aussi. Qui ont vite abdiqué. Oui, mais... Alors que c'est fondamental.
D'accord. Je rappelle que nous sommes en compagnie de nos invités, les pionniers de la télé. Très heureuse de vous avoir, de savoir que vous êtes nombreux aujourd'hui à suivre Matin Bonheur. Eh bien, bonne fête d'indépendance encore une fois à vous. Et puis, bonne fête aussi à nous. Vous allez pouvoir nous appeler, on va ouvrir le téléphone un peu plus tard. Vous pourriez nous appeler pour souhaiter bonne fête à la RTI. C'est vrai qu'après, il y aura une grande fête qui va se faire, mais déjà, nous annonçons les couleurs. Nous allons partir avec la réalisatrice Judith Assomo pour une transition et puis on se retrouve dans quelques instants. Ali konde dafe mama mapetiora pape waka na perdi ko na pape bi wanani na kunyo wansa ya konde chimya no wala ndrote mi juno konde wurto mi ti parfum de chana na mi juno di jabanyana amana mwa waka na jita tangana mwa bi waka na la Jadiori shari yo se oesanga no konde Karo koda shari yo si chotanga na da konde wama Fafe waka na te fofo ya fafe bi wanani. C'est à l'âge de 10 ans qu'avec ses camarades filles, elle commence à chanter à Papara, son village natal dans la région de Tengrela. Plus tard, après avoir acquis de l'expérience auprès de sa mère, Zélé Koné prendra la relève de cette dernière. C'est à partir de 1968 qu'investie de tous les pouvoirs par le chef de canton de Papara, qu'elle suivra les cultivateurs au champ afin d'activer leur travail et aussi conduire les morts à leur dernière demeure. Depuis plus de 10 ans, Zélé Koné ou encore Zélé de Papara, qui a eu 11 enfants, tous décédés, est considérée comme l'une des meilleures chanteuses traditionnelles de notre pays. Aussi, lui fait-on appel à l'occasion de toutes les cérémonies officielles, tant à Tengrela, son village natal, que dans le pays. Zermena mwala yefo si changa mapetiora Fafe waka na nyongola fafe waka na Shebla jasang yo shebla jasang na mwabi waka na Je voudrais inviter mes compatriotes à découvrir le département de Tengrela, qui, pour être le point le plus septentrional de la Côte d'Ivoire, est quelque peu mal connu. Le département de Tengrela forme une enclave dans le territoire malien. Il est situé à peu près à 860 km d'Abidjan, mais je précise que les réseaux routiers qui relie ce département au reste de la Côte d'Ivoire est en parfait état. Le département de Tengrela a beaucoup de potentialités, notamment sur le plan touristique. Par exemple, la mosquée de Tengrela, en terre battue, et qui date du 19e siècle. On peut découvrir également la résidence du chef de canton Nafana à Papara. À Papara toujours, il y a la mare aux crocodiles qu'on peut contempler toute une journée sans se lasser. Indépendamment de tout cela, il y a d'autres atouts au plan touristique tels que les toiles tissées de l'Omara, tissées et ornées, les statuettes sculptées de San, le village San à 11 km de Tengrela.
surtout le folklore de Tengrela est très riche et varié. À Papara, il y a une dame de fer, j'allais dire Madame Zélé Koné, dit Zélé de Papara, et qui excelle des ailes. Voilà, les échanges se poursuivent sur le plateau. Alors, vous êtes à Matin Bonheur et on était là à Tengrela, à Papara. Voilà, on a bien vu Zélé de Papara, vous l'avez bien connu. Oui. Hier, l'élément est passé. Monsieur Sissé Mohamed Lamine, qui est l'un de nos directeurs, était aussi sur le plateau. On a fait un petit commentaire parce que la réalisation a été faite par lui. C'était vraiment formidable. C'était formidable. Voilà, je crois que le téléphone est ouvert. Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui. J'ai pas de retour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Est-ce que je peux avoir le retour en studio? Alors, ce sera pour tout à l'heure. D'accord. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est Sila? Oui. C'est Sila? Oui, c'est bien moi. Alors, Sila Maferima, bonjour. Oui. Oui, bonjour, Caro. Vous savez pourquoi je vous dis bonjour plusieurs fois? Oui, je crois bien. On l'a perdu? Mais je ne l'entends pas. Allô, je vous entends. D'accord. Je veux tout simplement vous souhaiter en ce jour une bonne fête. D'abord, bonne fête de l'indépendance et joyeux anniversaire à vous. Oh, merci, c'est gentil, Caro. Ah, vous saviez que c'est moi qui étais à l'antenne? Vous suivez la télé? Oui. Ah, d'accord. Alors, Sila Maferima est une consultante. Hein. Elle est habituée à l'antenne, elle est accessoiriste et de temps en temps, elle vient nous présenter ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire les accessoires. Alors, ce qu'on va faire, on va se donner rendez-vous ici à la télé. Oui. Vous allez venir, c'est votre anniversaire, c'est le jour de l'indépendance. On a prévu une petite surprise pour vous. C'est pas vrai. Vous vous attendiez à cet appel? Non, pas du tout. C'est une belle surprise. Joyeux anniversaire. Merci, et puis, continuez de suivre... Merci à toute l'équipe. Merci. Merci à vous. Joyeux anniversaire et puis continuez de suivre RTI 1. Ça vous fait plaisir, ce qui se passe actuellement à l'antenne? Oui. En fait, j'ai été réveillée par l'appel. Hein. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mettez la télé en marche, alors. Je crois qu'elle a reconnu ma voix. Mettez la télé en marche et suivez-nous. Oui. Ok. Je viens de mettre, vous êtes toutes belles. Ouh là là, merci, j'en suis flattée, j'en rougis. Alors, donc, en même temps que vous regardez la télé, je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites vite, venez avant la fin de l'émission. Bon, on va essayer. Passez une bonne journée. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Voilà, on aura au cours de cette émission l'occasion d'appeler certaines personnes qui sont nées un 7 août. Vous en connaissez dans votre entourage des personnes qui sont nées un 7 août? D'accord. D'accord. Alors, nous avons une dame qui a 3 enfants qui sont tous nés le 7 août. On aura certainement l'occasion, on va lui faire la surprise, on va l'appeler. 3 enfants. Ils se suivent. Hein. Elle a ses 3 enfants. Je ne sais pas, elle va nous dire le secret. Mais pas pour moi, j'en ai plus besoin. Alors, on revient à notre sujet de discussion. On parlait donc de la RTI, de l'ambiance qui prévalait. Mais en dehors de vous, il y avait d'autres grands noms. Il y avait d'autres grands noms. On peut les connaître, on peut rappeler les noms. Bon, comme à la télé? Oui, bien sûr. À la télé comme à la radio? Bon, à la radio, je ne suis pas tellement en marché. Je crois que Diomandé Métouba pourra le dire. Mais à la télé, on a eu des gens tels que Joseph Diomandé. On a eu Christophe Nobou, qui a été le premier directeur de la télévision. On a eu Tano Afi, lui, et son frère Tano Germain, Draman Koulibaly. On a eu Frédéric Kouamé, Suleiman Mamadou Doumia, Ben Mamadou Soumaoro, Timothée Bassori,
Adrien Kwasi-Tola, Jean Gabez, qui est son frère, qui était vraiment un chauffeur. Quand vous voyagez avec Gabez, vous êtes à l'aise. Vous pouvez dormir tranquille, vous savez que vous allez arriver à bon port. On a aussi eu Eba Tano, on a eu Bini Kwasi. Il y a eu... D'accord, toutes mes excuses, on revient. Je crois qu'on a la dame en question qui est au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame Kwasi. Oui. Alors, je vous appelle, je veux vous souhaiter joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de vos enfants, c'est cela? Oui, oui. Vous fêtez aujourd'hui l'anniversaire de vos 3 enfants. Oui, oui. Alors, est-ce que vous savez qui vous parle? Non, non. Vous ne reconnaissez pas la voix? Oui. Vous reconnaissez la voix? Non, la voix m'exactement rien. Absolument rien. D'accord, c'est mieux ainsi. Est-ce que vous savez, madame Kwasi, que vous êtes en direct de la RTI? Est-ce que vous le savez? Allumez votre télévision et vous nous verrez en train de vous parler. on applaudit pour elle. Alors, madame Kwasi, ce qu'on va vous demander de faire... Allô, madame Kwasi? C'est l'euphorie à la maison. On est ému là, je le remarque. Alors, madame Kwasi, vous me voyez? Je vous vois. Alors, madame Kwasi, ce qu'on va vous demander de faire, vous allez rapidement apprêter les enfants. Vous-même vous apprêtez aussi. Vous empruntez un taxi, vous venez rapidement à la RTI. On a une surprise pour vous. 3 enfants. Et puis vous allez nous expliquer en direct votre secret. Comment vous avez fait pour avoir 3 enfants nés le 7 août? C'est pas donné à tout le monde. On vous attend à l'antenne. D'accord. Venez avant la fin de l'émission. Ok, merci. À tout à l'heure. C'est formidable. Absolument. 3 enfants qui se suivent et qui sont tous nés chacun le 7 août. C'est insolite et c'est charmant, comme disait quelqu'un. Ça n'arrive pas souvent. Non, ça n'arrive pas souvent. Il n'y a pas de surprise pour nous, les vieux? Si, non, vous n'êtes pas vieux, vous êtes les plus jeunes de ce plateau. Vous êtes les plus jeunes. Avec, je veux dire, avec tout ce qu'on a comme information, franchement, moi, je ne serais pas capable. Je veux dire, pour des faits qui se sont passés il n'y a même pas longtemps, je ne m'en souviens pas, mais vous avez les détails d'il y a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est génial. Moi, je suis tout simplement impressionnée. Et nous sommes encore là. Et vous êtes encore là, toute belle, toute ravissante. 50 ans plus tard, on aimerait quand même vivre longtemps comme vous. La grâce divine. On vous souhaite de vivre longtemps encore. Merci on a besoin beaucoup. de vous. Merci. Moi, je vous découvre et je vais vous dire à l'antenne là, à tous les téléspectateurs, que je ne vous lâcherai plus. Les petits secrets de la maison. Pour m'améliorer. On a beaucoup à apprendre. Les anecdotes, il y en a, hein. Il y en a pas mal. Et surtout sur le président Félix Houphouët-Boigny. On était... pendant plein journal télévisé, c'était le regretté Jean-Paul Brault qui présentait le journal télévisé. Et le preneur de son a coupé avant qu'il ne termine son discours. 2 minutes après, il a appelé. Et quand on appelle, on passe par la cabine de la téléspeakerine. Alors, c'était avec moi. Et on a passé donc à Jean-Paul Brault. Et il dit, oui, pourquoi vous avez coupé? Jean-Paul Brault ne pouvait pas s'expliquer. Il dit, vous êtes des incapables. Dès demain, je vous renvoie tous de la télévision. Jean-Paul Brault, il dit, non, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Si vous nous renvoyez, comment on va faire pour nourrir notre famille? Alors, il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Et il a raccroché. Mais dès qu'il y avait une petite panne seulement, il se plaignait. Il se plaignait et je crois que... Donc, il était très regardant. Voilà, et chaque fois, on avait nos doléances et tout ça, il les satisfaisait. Il avait compris tôt, hein, ce grand homme, c'est un avant-gardiste. Il a vu loin. Il savait que ce médium serait le plus puissant de tous les médias. Et voilà, donc il y mettait la main, à la pâte. Et je crois que ça vous a boosté aussi au niveau du travail. Il y avait une certaine conscience professionnelle qu'on vous reconnaît. Merci, il suivait tout. Je me rappelle à mon niveau qu'un soir, j'étais en train de faire la retransmission en direct d'un combat de boxe
à Trècheville, à l'actuel palais des sports. Il aimait la boxe. C'était son sport favori. Et avant qu'il ne prenne l'antenne, C.A. Robinson avait déjà mis KO son adversaire. Or, le président s'attendait à quitter la table pour pouvoir suivre ce combat. Au moment où il veut suivre, le combat est terminé. Alors, il appelle la radio, il dit aux réalisateurs et aux techniciens, demandez à Metouba de me faire le film de 6 reprises au cours desquelles CA a construit sa victoire. C'est dire qu'il suivait vraiment la RTI. Et il a tellement su la puissance de ces médias qu'il a interpellé l'opinion nationale et internationale, surtout les Occidentaux, à regarder l'Afrique. Il n'a jamais cessé de leur demander que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. C'est ça. Et il y a un spot qui passait sur une chaîne française, pas de publicité, où il disait que celui qui a l'Afrique aura le monde. Et aujourd'hui, il n'est plus, mais nous sommes en face de cette réalité. Visionnaire, il était. Merci beaucoup, merci à vous. On va vous retrouver vers la fin de l'émission. Merci pour cet entretien, cet échange enrichissant. On se retrouvera à la fin de l'émission. On va partir, c'est le cadeau que je vous offre, les sœurs Komoé, pour vous souhaiter encore une fois une joyeuse fête d'indépendance. On a connu les sœurs. Voilà, c'est parti avec la complicité de Judith Assoumou et Cissé Ansa. Imagine. Qui imagine. Jeune. Imagine toi. Lui. Garçon. Quoi. Imagine. Des projets. Des rêves. Des aventures. Comment. Imagine. L'émotion. Beaucoup d'émotions. Pourquoi. Imagine. Parce que. Épique. Bientôt sur RTI 1. Move. No limit. Obali yanyo, yeboli sranyo. Obali sranyo, yeboli ramani. Obali ramani, yeboli asianyo. Boli asianyo, wayi yagweso. Ogwali yeso, ma yawu yawo. Yawu yawo, be ma yewulo yawo. Yewulo yawo, ye fa sunyamyo. Yebye dede nyamye le treno. Bazulele goda nyamyasyo. Bazulele goda yamyasyo. Bazulele goda yamyasyo. Bazulele goda yamyasyo. Wasamusu waluha. Walikamari gatalaha. Wanari yagalaha. Walarani ya yagisaha. Wasamai wamabanaha. Walarani wamataha. Wanafusi wamasawaha. Faliamaha fijulaha. Watakiwaha. Alaflama jakaha. Wakadigaba madasaha. Kazabatu zamidu vitakiwaha. Igini banza asikaha. Wakala homo rasulullah. Langatala wasidiyaha. Wakazabuwamu kangaruha. Kadamudama alehem. Arabu wamu biganu bihem. Wala yakabu. Hier que le testament avait été changé. Alors comme ça, vous cherchez un Popeye, mais vous en voulez un grand? Allez-vous-en. C'est un torchon, ce journal. Cela requiert quelqu'un avec des capacités exceptionnelles. C'est lui que je veux.
à ne manquer aucun épisode de votre série Sai, enquêteur malgré lui, du lundi au vendredi à 14h sur la chaîne qui rassemble. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous sommes en compagnie de deux invités à ma gauche, Éloi Sessou. Éloi Sessou est styliste, modéliste. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Je vends la mèche? Ah non. Par rapport à la vidéo qui passait? Non. Si, je le fais. Vous n'avez pas imaginé. La question qu'il me pose hier, c'est Tanti Oussou? Je dis non, c'est pas Tanti Oussou, c'est le sœur Komoué. C'est pas de son époque. C'est pas de mon époque, alors à la limite, non. J'ai quand même le droit de me tromper, enfin. Bien sûr, ça arrive. Alors, nous avons sur ce plateau M. Sitiono Manan. Bonjour à vous. Bonjour madame. Et merci d'être sur le plateau de Matin Bonheur. Merci bien. Bonne fête d'indépendance à vous. Merci bien à vous aussi. Alors. Beaucoup de santé surtout. Merci. Beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, c'est gentil. Je rappelle, vous êtes archiviste. Formateur en archivistique, formateur en scène d'information documentaire, archivistique, documentation et bibliothéconomie. D'accord. Alors avec vous, on va parcourir les images. Bien sûr, peut-être l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire, mais mon tour pour arriver aux images qui montrent un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers les documents d'archives, si vous permettez. Au niveau de la télé, on se plaignait un peu, les pionniers se plaignaient un peu hors antenne de ce que, au niveau de l'archivage, il y a un petit problème. Oui. Est-ce que vous avez un projet par rapport à cette maison? Oui, mais quand ici il y a un service d'archives, oui, qui suit les archives, peut-être qu'il faudrait qu'au niveau de la direction, on lui apporte un intérêt plus particulier pour que les archives soient mieux traitées, mieux conservées et mieux gérées. Parce que c'est la mémoire d'un pays. C'est cela, j'allais vous poser la question pour savoir quel est le sens, l'intérêt de l'archivage. Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit des personnes de la trempe de celles qu'on a reçues sur ce plateau et qu'on n'a pas d'informations, on ne sait vraiment pas où trouver l'information, c'est quand même déplorable. C'est dommage. Il faut absolument que les archives soient traitées et non maltraitées. En deux mots ou bien en un mot, maltraitées ou maltraitées. En tout cas, il faut qu'elles soient bien traitées, donc bien conservées, bien géré, bien étudié, parce que c'est quand même une richesse pour un pays d'avoir sa mémoire. Mais quand on ne sait pas ce qu'on a été, évidemment, on navigue à volo, et on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir la mémoire comme souvenir pour restituer l'authenticité, puisque le document d'archives, il a une dimension probatoire, c'est une preuve irréfutable, qui est indiscutable. On a vu des images qui sont vraiment des images authentiques, des images qui disent vrai. J'espère qu'Éloi ne sera pas trop perdu. Des images qui disent vrai. On va partir avec la complicité, bien sûr, de Judith Assoumou et Cissé Elsa. On va voir des images de la Côte d'Ivoire. D'accord, ça sera pour tout à l'heure. On va voir beaucoup d'images. Beaucoup d'images, on a prévu pour replonger un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour se remémorer les temps forts de ce beau pays. Bien sûr. Et c'est très important. C'est très important pour la nouvelle génération. Vous l'avez dit, l'archivage doit être bien traité et non maltraité. Ben, je souhaiterais peut-être qu'avant de voir les images, qu'on fasse un mémento théorique de la Côte d'Ivoire pour arriver, bien sûr, à l'expression imagée qui est plus concrète que le discours. Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire, elle est indépendante. C'est-à-dire qu'on est, disons, autonome, on est, disons, libre entre guillemets, on a notre propre souveraineté que nous prenons en charge. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas née ex nihilo. Elle n'est pas née ex nihilo. Elle n'est pas le fait d'un individu qui l'a créé comme ça, de toutes pièces. Elle est d'une histoire. Elle sort d'une histoire qu'il faut comprendre. Parce que, qu'on comprendra donc que depuis la fin du 19e siècle, il y a eu en Afrique l'expansionnisme européen, les Blancs venaient, les Allemands, les Français, les Britanniques, les Portugais. Donc ils avaient cette dimension-là d'envahir l'Afrique, de l'exploiter comme ils pouvaient. Et en 1882, il y avait un négociant français du nom d'Arthur Verdier, qui venait en Côte d'Ivoire, que c'était à Bassam et à Assini, avec des comptoirs qu'il gérait donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors ce Verdier, donc, il a été nommé après résident français en Côte d'Ivoire, en tant que responsable, en tant que sous-préfet, en tant que responsable. Et c'est lui qui a créé pour la première fois les plantations de café en Côte d'Ivoire. Il a créé la première école en Côte d'Ivoire, à Lima. Il a créé
Et donc, cette plantation... Je rappelle qu'on parle d'Arthur Verdier. Oui, Arthur Verdier, qui a créé la première plantation de café, la première école aussi qu'il a créée, qui était dirigée par Mme Keller et qui avait donc recruté un premier instituteur de métiers, du nom de Jean Deur. Bon, on peut aussi préciser qu'à Djaké, il y avait déjà des traces d'écoles. Bon, on dit que la première école, c'est à Elima, mais en fait, la première dimension de scolarité en Côte d'Ivoire, c'est à Djaké, où il y avait déjà une dimension scolaire. Mais c'est Elima qui l'a vraiment formalisé, qui l'a vraiment institué. Mais il paraît qu'il a beaucoup fait aussi à Grand Bassam. Oui, bien sûr. Oui. Mais enfin, Verdier était un commerçant et négociant. Donc il avait des comptoirs qu'il gérait. Et puis on est arrivé donc... en 1885, la conférence de Berlin, que vous connaissez, où il fallait que l'Afrique soit partagée parmi les Occidentaux. Donc il fallait qu'on récupère chaque morceau. Et Arthur Verdier, qui était déjà ici, tenait à ce que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Parce que Faidherbe, qui était donc le gouverneur général de l'AOF à l'époque, avait estimé que nos comptoirs en Côte d'Ivoire n'étaient pas assez productifs. Il fallait donc les troquer contre les comptoirs britanniques en Gambie, qui est enclavé au Sénégal. Donc il fallait que... Est-ce qu'il avait des intérêts particuliers, Arthur Verdier? Oui, mais il voulait que la zone qu'il occupait soit française. Il ne voulait pas que la France perde. On l'aperçoit là, sur la vidéo, c'est lui. Oui, c'est lui. Donc il voulait pour que la Côte d'Ivoire reste française. Donc les bandits vont échouer. Donc on est aujourd'hui français à cause ou grâce à Verdier qui a fait que la Côte d'Ivoire est française. Et sinon, on aurait été... Si les comptoirs avaient été échangés avec les comptoirs britanniques. Alors donc c'était intéressant de comprendre qu'à partir de ce moment-là, on est donc resté Côte d'Ivoire. Et plus tard, on a reçu, la Côte d'Ivoire, bien sûr, a reçu un navigateur, pas un navigateur, mais un explorateur de Trèche-la-Plaine. Trèche-la-Plaine, voilà. Qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 1883, qui était donc un associé à Verdier pour explorer la Côte d'Ivoire, pour l'émanciper. Et en 1935, quand vous dites qu'il était associé, il partageait le même point de vue, la même vision. Oui, il était agent de Verdier. Il était agent de Verdier. Et donc il a fait le tour de la région, le tour de la zone. C'est lui qui a délimité la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait le pourtour de la Côte d'Ivoire au niveau de sa dimension, au niveau de son périmètre. On le reconnaît que c'est lui qui a tracé la Côte d'Ivoire dans les dimensions qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis... Donc la célèbre, on va dire, la commune qui porte son nom. Oui. Alors c'est en 1935, on a donné à la commune son nom à la commune. Parce que bien avant ça, il faut comprendre que bien avant ça, lorsque les Européens ont fait donc la voie ferrée, le dépôt c'était dans la zone de Trècheville. Et là, les Occidentaux donc, ont fait un quartier où habitaient donc les halogènes qui devaient donc travailler sur la voie ferrée. Et donc ce quartier, on l'appelait avant Anoumambo parce que c'était la forêt. Anoumambo veut dire la forêt des alouettes, des rousettes, les chauves-souris. Bon, donc en 1935, on a donné le nom de Trècheville au quartier, donc qui est devenu Trècheville, et c'est ainsi donc on a donc ce nom comme souvenir de Trècheville. Alors un fait important qu'il faut comprendre, c'est que le 10 mars 1893, donc la France va prendre un décret qui va faire la Côte d'Ivoire une colonie. Donc, c'est important. Le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire est colonie française par un décret pris par les Français, avec un premier gouverneur qui était lui Berger, qui était le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vrai qu'on est un peu passé là-dessus. On a terminé avec Trèche-la-Plaine, mais c'est lui qu'on aperçoit là. Donc, à partir du moment où la Côte d'Ivoire est colonie, bon, il fallait donc engager le débat pour la décolonisation, pour l'indépendance. Et on va arriver, si vous permettez, à la loi cadre, qui est assez importante. Le 1er février 1956, il y a la loi cadre avec Houphouët-Boigny et son ami Gaston Defferre qui ont élaboré cette loi cadre qui disait quoi? Il fallait concéder aux pays africains, aux colonies, une partie de leur souveraineté, une partie de leur dimension pour qu'elles puissent assumer en tant que telles. Donc, on va dire que ça annonçait déjà les couleurs de l'indépendance. Oui, alors cette loi, bien sûr, a été votée le 23 juin 1956 sous la pression, bien sûr, des Africains. Donc, on arrive donc aux indépendances. Donc, cette loi a conduit donc
les pays africains au beau rivage des indépendances avec le référendum que nous connaissons, qui a été décidé et que d'autres ont dit oui, d'autres ont dit non. En tout cas, la Côte d'Ivoire a accepté. Et de là, on est arrivé donc à l'indépendance le 7 août 1960 parce que, alors, comprenez que Houphouët-Boigny, qui était à l'époque ministre, et il avait négocié qu'on transfère le reste de nos compétences aux Ivoiriens de façon totale. Donc la démarche a été acceptée et donc on est arrivé à ce jour du 6 août, donc il est arrivé de France avec lui Jacquinot. Ils ont signé donc le papier pour dire que la Côte d'Ivoire est indépendante. Et puis le 7 août à 0 heure, il a proclamé l'indépendance, qui nous fait aujourd'hui que chaque année, on commémore l'événement pour dire que nous sommes indépendants. Ce que je voudrais signifier ici, c'est que si on est indépendant, c'est un état, c'est-à-dire on est dans une situation. Il ne faudrait pas que cette situation soit pour nous une situation passive. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous voulons dire que si on est indépendant, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Que faisons-nous de notre indépendance? On est indépendant. Vous pensez que cette liberté, cette autonomie est mal exploitée? On peut être victime de sa propre liberté. On peut être victime de sa propre liberté. Que souvent les Africains, dans leur liberté, n'arrivent pas à l'utiliser à bon escient. Et l'Afrique, souvent, est victime de sa propre liberté. Là, on a acquis l'indépendance, mais qu'est-ce qu'on en fait? Éloi qui hoche la tête, je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. On peut être victime de sa propre liberté, j'ai entendu. La liberté, on ne sait pas l'utiliser souvent. On est libre, mais souvent, on en est victime parce que l'usage qu'on en fait n'est pas très opératoire, n'est pas très efficient. À votre avis, quel est l'usage qu'on devait en faire? On devrait faire que cette liberté soit pour nous un facteur de promotion de l'homme, promotion des États, promotion des cités, promotion de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique doit être promue, elle doit être transfigurée par cette liberté-là, qui lui donne davantage de visibilité, davantage de développement, avec donc intégral, davantage d'appoint, davantage de santé, de paix, de culture. Or, souvent, l'Afrique n'arrive pas à utiliser cette liberté dans le sens même de sa promotion pour qu'elle lui soit favorable. Et c'est pourquoi je dis que cette situation, c'est un État qui doit être non pas passif, mais dynamique. Donc il faut concevoir une politique de développement qui peut anticiper, qui peut prévoir dans 5 ans, 10 ans, que faire pour l'État, pour la société, pour le pays. Et c'est là que l'Afrique est la corée des chemins, parce que souvent on se perd en conjoncture, quand on n'arrive pas effectivement à tracer une ligne droite pour le développement comme point de mire, le développement de la société. D'accord. Monsieur Sitiono, on vous retrouvera demain. On vous retrouvera demain pour poursuivre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'images à voir et nous allons nous donner rendez-vous demain. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir permis d'apprendre tout ce que nous avons entendu. Merci beaucoup. On se retrouve demain, mais vous restez sur le plateau. Éloi Sessou, je le disais, c'est votre jeune frère. Il va nous plonger dans la mode d'hier à aujourd'hui. Il nous ramène à quelle année déjà? 1950? Non, on commence en quelle année? Fin 1960. 60? D'accord. Pas 50, hein. Dépaysé par rapport. Non. Déjà 60, c'est compliqué. Et le ramener à 50. Pas forcément, parce que nous célébrons les indépendances, c'est les années 60. Donc l'évolution de la mode des années 60 jusqu'au XXIe siècle. D'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut retenir avec l'évolution, je veux dire, toutes les décennies? Qu'est-ce qui a marqué chaque décennie? Mais en fait, il faut dire que, déjà pour commencer, les années 60, les pays africains venaient, la plupart des pays africains francophones venaient d'accéder à l'indépendance. Bon, pour le cas particulier de la Côte d'Ivoire, au niveau de la mode, alors, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on... le vêtement se présentait à cette époque-là. Voilà, Jackie Kennedy, qui, voilà, en fait, les coupes étaient très minimalistes. Les coupes étaient très minimalistes. Bon, ça, c'est le cas particulier de l'Occident, des États-Unis américaines, très classe, très à la mode et tout. On présente parce que, je veux dire, l'Afrique a été très influencée. Justement, j'en viens. Je disais qu'on venait d'accéder à l'indépendance, donc on était encore sous la
après un peu sous la domination, hein, et l'influence, sous l'influence de l'Occident. Donc en fait, la mode en ce moment-là était sous influence occidentale, donc les coupes étaient très épurées, c'était des robes très marquées à la taille. Donc là, en fait, la robe à manchure américaine, c'est cette manchure-là qu'on appelle la manchure américaine qu'arbore Jackie Kennedy. C'est la manchure américaine, elle peut être courte ou, enfin, 3/4, genre, juste au niveau du mollet. Et voilà, donc en fait, il y avait des différentes déclinaisons, comme celle que porte Caroline. Voilà, par exemple, d'accord. ce matin. C'était une robe années 60. Voilà. Ce qui est très intéressant à Caroline Dux, si je la caméra, voilà, d'accord. Je me joue les mannequins. L'animatrice de là, au milieu, pour qu'on me voit bien. J'ai l'impression que j'ai raté ma vocation. Hein. L'animatrice devenue mannequin, redevenue animatrice, enfin... Le sourire te convient, Judith? C'est la fête. Mannequin en taille. D'accord, on poursuit avec Éloi. Ce qu'il faudrait retenir en fait de ces années 60-là, c'est qu'il y avait l'influence de la mode occidentale. On venait juste d'accéder à l'indépendance, donc on n'était pas forcément affrimé en tant qu'Africain dans nos vêtements. Les lignes étaient très épurées. C'était plutôt la qualité de Thérèse Houphouët-Boigny. Voici mon coup de cœur. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Voici mon coup de cœur. C'est la trop grande classe. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, je veux dire, cette dame, en fait, est l'émanation parfaite de la classe, en fait. Elle porterait, excuse-moi du terme, hein, c'est une femme, elle porterait un sac à poubelle, tout le monde se mettra à ses pieds. Voilà, c'est la classe, en fait. Et elle a de la personnalité, elle dégage sans faire d'effort quelque chose de spécial. Elle a tout ce qu'il faut, en fait. Elle a tout ce qu'il faut pour être à la mode, je veux dire. Quand je pense que je lui ressemble... Pardon. Caroline, toute modestie mise à part, elle se compare à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, je t'en prie. Monsieur, si tu nous confirmes, hein, ah ouais? Tu n'es pas d'accord, tu es choqué parce que je dis, mais il confirme. Elle est trop belle. Chacun qui verra, il peut intervenir. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, que la dame, comme on dit, elle a le goût de l'esthétique. C'est cela. Elle a le goût de l'esthétique. Le goût de l'esthétique. Ce qui est raffiné, qui est précis. Même les géomètres, c'est la classe, c'est la mesure, non la démesure, c'est la rectitude, c'est la justice qui aboutit à la justesse dans les actes et dans les comportements. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, il faut dire en fait que c'est la seule femme africaine, l'unique femme africaine noire qui a fait trembler Jackie Kennedy. Il y a de quoi. On ne veut pas trop faire de commentaires, mais au niveau de la photo parle d'elle-même. Oui, était quand même parmi les sommités de la classe, de la mode à cette époque-là. Et quand Marie-Thérèse Houphouët-Boigny est arrivée aux États-Unis, elle a tenu quand même Jackie Kennedy en respect. Donc, c'était quand même une fierté pour son époux, le président Houphouët-Boigny de l'époque, paix à son âme, mais pour la Côte d'Ivoire tout entière et pour l'Afrique en général. En fait. Donc, voilà. Moi, je dis tout le temps, hein, quand on ne sait pas se vêtir, quand on n'a pas de goût en vêtements, vous allez sur Internet, vous cherchez les images de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny et vous faites la même chose. Vous envoyez ces modèles chez votre rigole, Caroline. Mais c'est ça. Merci pour le truc. Vous allez chez votre créateur, vous trouvez toutes les photos de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, vous refaites la même chose, mais vous serez très habillés. Merci beaucoup. Merci, Éloi. Voilà, malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Merci en tout cas. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de la mode. Et qu'est-ce qu'on retient en une phrase? Ce que je voudrais retenir en fait de la mode des années 60 jusqu'à maintenant, il faut dire en fait que l'esprit de la classe, l'esprit du raffinement et l'esprit de la finesse a été préservé, en tout cas par les créateurs ivoiriens. Et ça, c'est à justice en fait que ce pays-là est la plaque tournante de la mode. Donc en fait, de tous ces créateurs-là, du Chris Seydou, paix à son âme, jusqu'à Patéo, pour Misawi, Angie Bell et Gilles Touré aujourd'hui, qui est quand même le porte-flambeau de la jeunesse. Couturière ivoirienne, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut dire en fait que tout ce qu'on a gardé en tant que créateur africain, c'est cette classe-là qui a été, je pense, véhiculée par la première dame, la première dame de Côte d'Ivoire, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, qui nous a retransmis ça, nous, en tant que créateurs de mode. Et c'est un honneur pour moi, en tout cas, en tant que jeune couturier. Pour revenir quand même à ces modèles des années 60, il faut dire que c'est des modèles qui reviennent. Que ce soit au niveau de la coiffure, qu'au niveau du vêtement, ça revient, voilà. Cette coiffure, on a reçu sur le plateau des nappies des filles qui ont décidé de garder leurs cheveux naturels. Et c'est vraiment, vraiment joli.
Il faut dire justement qu'en fait, à cette époque-là, les années 60 et même au début des années 70, le plus important quand on avait un vêtement, c'était de mettre en avant sa beauté naturelle, ce qui est complètement différent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artifices. Exactement. Il y a beaucoup d'artifices. D'accord. Éloi, je pense qu'on va se retrouver une autre fois. Justement, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et puis, souvenir avec Podium 81. On se retrouve dans quelques instants. C'était les génitaux. Vous suivez la finale de Podium 81 en direct du studio B de la télévision ivoirienne. Cette finale est présidée par monsieur le ministre de l'Information, monsieur Amadou Thiam, qui est présent dans ce studio, sur un plateau surchauffé. Voici maintenant Wodassa Lorogba. Merci. Visage qu'on a vu, c'était celui d'Ernesto Djedje. De retour sur le plateau, nous sommes en compagnie cette fois-ci de Monsieur Guy Mimi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. On va dire Merci. Bonne fête d'indépendance à vous. Oui, vraiment. Bonne fête à vous. Vous êtes dans les couleurs Bien ivoiriennes. sûr. Et bonne fête à moi doublement parce que c'est l'anniversaire de la RTI, les 50 centenaires. Ah oui, c'est ça. De la RTI. Ah oui, si, voilà. si, On va ça célébrer a été après annoncé une grande déjà fête en collaboration bien sûr avec le district. Très bien, oui. Juste pour annoncer que vous venez du district. Oui. Alors, vous êtes là pour nous parler du concerto. Le Concerto Festival annoncé. Alors, n'a pas pu se tenir hier comme prévu. Présenté, parce que l'espace retenu pour cette année a été très petit. Et puis très tôt, nous avons essayé de résoudre les problèmes techniques. Et puis, beaucoup plus tard, quand nous étions prêts à commencer, et là, nous avons vu un nouveau visage de la police ivoirienne qui a décidé, donc qui a suggéré, qui a constaté que les précautions techniques n'étaient pas mises en œuvre, et donc qui a suggéré
que l'événement ne puisse pas se tenir. Parce que le monde qui attendait dehors à accéder à cet espace était beaucoup trop fort, était trop lourd, et donc a proposé que l'événement ne puisse pas se tenir. Vraiment, ce soir-là, hier soir, nous avons remarqué, nous avons retenu quelque chose de très positif. C'est cette image de la police ivoirienne qui a été très responsable et qui a bien voulu être logique pour proposer que l'événement ne puisse pas se tenir hier. Donc ça nous a permis de comprendre qu'il faut faire des nouveaux repérages et puis trouver des nouveaux espaces qui puissent recevoir le monde, les Ivoiriens, des Abidjanais qui ont depuis 20 ans, qui ont pris l'habitude de se déplacer pendant cet événement, pendant cette période pour voir cet événement. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient en conclusion? Alors donc, le district a décidé de donner une autre occasion. Donc, dans tous les cas, c'était prévu. Aujourd'hui, il y avait encore un programme. Et donc, l'événement qui n'a pas pu se tenir hier va être reconduit aujourd'hui, mais pas aux mêmes heures. Donc, ça va être dès 15h jusqu'à 20h. Donc, à 15h déjà, sur cet espace, ce même espace, et là, nous pensons qu'il sera beaucoup plus possible parce que c'est le jour, et puis nous pensons que nous pourrons mieux maîtriser la situation. Donc, à 15h cet après-midi, Onel Mala, David Taoro, Ismaël Isaac, Afou Keïta, Baby Philippe, Orenchi, Edou et Andy Abi seront sur la scène. On rappelle le lieu? Le lieu, c'est à Trècheville. Voilà, donc c'est à l'espace Canal-au-Bois? Oui, c'est au jardin du théâtre Canal-au-Bois. Donc c'est au premier rond-point, là, en partance de Makori. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau le 20 21 56 46, c'est votre numéro de téléphone. Merci d'être venu. Alors, nous avons reçu sur ce plateau Madame Clémentine Tikida, Madame Amidiara, Monsieur Diomandé Metouba. En tout cas, ils nous ont instruits sur ce qu'était hier la RTI. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance, c'est aussi la fête de la RTI, le cinquantenaire de la RTI. Bonne fête à vous. Merci de rester sur notre chaîne. L'émission va se poursuivre hors antenne. Malheureusement, vous n'allez pas assister à la coupure du gâteau, vous n'allez pas assister à tout ce qui va se passer en off. Mais bon, nous sommes de tout cœur avec vous. Et puis, suivez notre chaîne, suivez la chaîne qui rassemble. Judith Assoumou a réalisé l'émission, bien sûr assistée de Légré. Elle était aussi en compagnie d'un autre réalisateur, Cissé Insa. Merci à toute l'équipe. Bonne